Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Excellent week-end à toutes et à tous. Tout de suite, voici les titres. La 41e conférence générale de l'UNESCO a eu lieu donc à Paris. Le ministre de l'Éducation nationale a pris part à cette conférence. Et concernant la COP26, l'appel de l'Afrique sera-t-il entendu à Glasgow? Bonjour à tous. Et concernant le Salon international du textile africain qui se tient actuellement à Djibouti, le directeur du cabinet du ministre de la Culture, Salif Ataïtou, a parrainé hier soir donc au Palais du Peuple le deuxième défilé de mode grand public de la 7e édition du Salon international du textile africain. Le ministre du Commerce, Mohamed Ouarsama, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, ont pris part donc aux côtés du directeur du cabinet du ministre de la Culture du Burkina Faso, le commissaire du CITA et de nombreux stylistes et mannequins conviés donc à ce défilé de mode ouvert pour le public. L'objectif de ce défilé donc était de créer un cadre idéal d'expression artistique et de promotion style vestimentaire et d'habillement traditionnellement valorisant le textile africain. C'est l'occasion aussi de donner donc un engouement pour les jeunes tout en stimulant une saine compétitivité contre les mannequins et les stylistes. Un jury est constitué donc pour la sélection des meilleurs stylistes africains. Les stylistes et mannequins issus de 34 pays ont participé à ce défilé de la CITA. Et à présent, savourons ensemble la création et les talents africains dans le domaine du textile. Regardez. Si tu pars au pays, allez donne de mes nouvelles. Ici la vie est dure, mais je m'accroche. Faut dire à papi, aussi à mamie. Je reviendrai l'année prochaine si tout va bien. Ici c'est négocié, everyday on est busy. Ici la zik est dure, mais je me suis fait des nouveaux amis, une nouvelle famille. On retrouve toujours l'Afrique dans nos regards. Yelele Africa, oh yelele Africa. Yelele Africa, oh yelele ma Africa. Yelele Africa, oh yelele ma Africa. Yelele Africa, oh yelele Africa. Yelele 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 Africa. Yelele 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 ma Africa. Yelele 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 Africa. Yelele yelele yelele. La distance ne tue pas l'amour. Africa.
Mais je garde toujours espoir pour un lendemain. Y'a le bon petit mening d'ondossé. Tu sais, vous ne sens pas, mais ma boîte à main. No, what you go, vaya toto, vaya bito. No, la distance ne tue pas l'amour, maïe. Et hier, donc, lors des discussions des panélistes, une thématique sur le commerce électronique a été donc à l'ordre du jour, un enjeu, une perspective pour le développement de l'industrie du textile africain. Cette thématique d'envergure majeure dans un contexte où le numérique et la digitalisation de l'Afrique sont des défis. Les panélistes ont échangé leurs points de vue et leurs expériences. En effet, aujourd'hui, la croissance du commerce électronique en Afrique se heurte à des obstacles. Trop de jeunes entreprises ne sont pas rentables. Les entrepreneurs sont confrontés donc à une confiance et à des compétences électroniques exceptionnellement faibles de la part des consommateurs, à une faible donc pénétration d'Internet également, mais aussi un faible pouvoir d'achat, à des infrastructures de livraison non compétitives, à des marchés fragmentés et à des obstacles croissants au paiement électronique transfrontalier. Il y a combler les fractures numériques qui existent entre les personnes, par exemple en étendant l'accès à des connexions haut débit abordables et de qualité aux régions rurales et mal desservies, en améliorant l'inclusion financière et en renforçant la confiance et l'acquisition de compétences permettant d'utiliser le commerce électronique. Encourager l'utilisation du commerce en ligne parmi les groupes les plus vulnérables. Donc, par exemple, en mettant en place des services de livraison de proximité pour les personnes âgées, en leur réservant des créneaux de livraison particuliers. Veiller à ce que les consommateurs vulnérables soient protégés contre les pratiques commerciales déloyales et les produits dangereux. On en parlait un peu en haut par rapport à la législation. Encourager la création de modèles économiques innovants pour le commerce électronique, en veillant à ce que les cadres réglementaires demeurent suffisamment souples pour permettre aux entreprises de combiner activités en ligne et hors ligne. Réduire l'incertitude réglementaire et promouvoir la transparence via la diffusion d'informations. Assurer la participation des petites et moyennes entreprises au commerce en ligne en offrant des incitations politiques, réglementaires ou financières à la diversification des méthodes de vente et en établissant des règles du jeu équitables pour les petites et moyennes entreprises qui utilisent les services de plateformes numériques. Et enfin, réduire les goulots d'étranglement dans l'environnement d'appui au commerce en ligne. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler tourisme et biodiversité. Djibouti, capitale africaine de la culture, du textile, mais aussi du tourisme. En effet, ce 7e CITA coïncide donc avec la période de migration du plus grand poisson au monde, le requin-baleine. Un rendez-vous annuel donc de tous les amoureux de la nature du monde entier. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Notre pays est doté d'un atout et curiosité touristique mondiale pour lequel de nombreux touristes internationaux se déplacent. Il s'agit des requins-baleines. Les requins séjournent dans les rivages de Djibouti, surtout dans le golfe de Tadjoura, où une aire marine protégée a été créée pour préserver le plus grand poisson au monde. Entre octobre et mars, les touristes internationaux séjournent à Djibouti pour voir les requins-baleines évoluer gracieusement dans nos eaux, surtout le long des plages d'Arta. Le requin-baleine se classe dans la catégorie des poissons, ce qui en fait le plus grand poisson du monde, et il se nourrit du micro-organisme. Les scientifiques n'ont pas encore des chiffres exacts, mais estiment sa durée de vie à environ 100 à 150 ans. Le maximum recensé est de 70 ans.
Ils sont dotés d'empreintes digitales. Les points blancs et lignes qu'ils possèdent sur le dessus de leur corps sont uniques pour chaque individu, ce qui leur permet de les différencier lors de leurs études. Les requins-baleines appartiennent à la catégorie des requins. De par leur squelette en cartilage, la deuxième partie est plus simple, baleines en rapport à leur taille. Vu leur grande taille, seul l'homme est devenu leur principal prédateur. Ils ont été déclarés espèces menacées depuis 1990. Raison pour laquelle le gouvernement djiboutien a pris des dispositions réglementaires pour protéger les requins-baleines, notamment leur site de migration pour la ponte annuelle. Une aire marine protégée a été créée à cette occasion. En effet, ces requins-baleines renforcent les activités touristiques. Et pour pérenniser le passage des requins-baleines à Djibouti, notre pays a pris des mesures pour les protéger, raison pour laquelle une aire marine protégée a été créée. Une aire où ils évoluent a été créée sur les différentes plages d'Arta. Les hélices des bateaux qui passent dans le golfe sont une menace pour ces animaux très prisés par les touristes qui font des milliers de kilomètres pour les voir évoluer. Certains arrivent même à les toucher. Des éco-gardes sont formés pour protéger les plus grands poissons qui s'invitent périodiquement chez nous. Leur présence renforce les activités touristiques dans notre pays. Les touristes internationaux ont besoin de moyens de transport en barque pour voir les requins-baleines, sollicitant la présence des guides. Tous ces atouts ont fait que le gouvernement a mis en place des lois pour les protéger. En nouvelle du pays, toujours, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a reçu l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Hussam El-Din Mustafa Reda. Les discussions entre les deux responsables ont porté essentiellement sur les voies et les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères et amis. De son côté, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate égyptien à Djibouti et lui a réitéré son soutien indéfectible tout au long de son séjour. Et le nouveau diplomate égyptien a remercié le ministre de la Défense pour son accueil et sa disponibilité. Le ministre de l'économie et des finances, Ilias Moussa Daoualé, a participé et présidé ce week-end à la cérémonie de clôture de la formation de social business organisée dans le cadre du projet Rising Djibouti. Et cette cérémonie a été organisée par le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec l'USAID et le PNUD pour identifier les entreprises sociales qui peuvent donc contribuer à la reprise sociale et économique du Covid-19 et créer des opportunités de développement pour les jeunes. L'objectif principal étant de changer l'état d'esprit des jeunes aspirants à faire des affaires pour réaliser l'opportunité de contribuer, de résoudre les problèmes présentés par les jeunes, lesquels sont présentés des idées très intéressantes. Les personnes qui participent à cette phase de la formation passeront par la finalisation du plan d'affaires. Et à l'issue de la cérémonie, des certificats ont été distribués à tous les participants. Vous donner en commencement, mais pour vulgariser votre idée, pour changer la vie ici à Djibouti, pour assurer que le développement de Djibouti continue, c'est dans votre main. Et quand je vois chaque jour, je vois les jeunes Djiboutiens, et pour nous, quand nous avons l'opportunité pour travailler avec vous, c'est l'histoire de ce projet-là a commencé avec une réunion que j'ai eue avec le ministère de l'Éducation supérieure. Quand j'ai vu l'opportunité, j'ai su immédiatement que cette chose-là, le pottery, ce n'est pas beaucoup de choses qu'on peut faire ici à Djibouti, mais avec l'agile, on peut faire les belles choses, les beaux choses comme ça à Djibouti. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre de l'économie et des finances. À travers ce partenariat, l'objectif recherché est principal, c'est-à-dire celui de donner, de renforcer les capacités des jeunes filles en particulier. Et je suis très heureux d'observer ici l'équilibre, gender balance, comme on dit dans le langage anglo-saxon, anglais.
Donc, à mon sens, il y a beaucoup d'idées intéressantes. On vous encourage à aller davantage et l'approfondir. Notre objectif, c'est de créer un tissu de très petites unités de production ou petites entreprises. Et c'est la mission du ministère de l'économie et des finances en charge de l'industrie. Vous avez des idées intéressantes, vous avez de l'enthousiasme, et ça nous réchauffe le cœur également, parce que ça nous encourage à faire l'effort supplémentaire. Nous avons des ressources, quelle que soit notre capacité, on va démontrer que nous savons célébrer nos jeunes qui viennent avec des idées. Et quand nous parlons ici des idées, ce ne sont pas les idées de start-up, des grands projets, de nouvelles technologies gérées au niveau de centres clés ou de concours d'e-start-up, de fonds souverains. C'est vraiment l'entreprise sociale, c'est le business social. Et vos idées sont principalement autour de ce business social. Et vos projets futurs sont également destinés à servir notre communauté. Toujours en nouvelles du pays, donc la 41e conférence générale de l'UNESCO organisée au siège de l'UNESCO de Paris a vu la participation de plus de 180 pays. La conférence durera donc du 9 au 27 novembre prochain. La conférence générale est une rencontre biennielle donc de haut niveau qui permet à l'organisation de partager avec les délégations gouvernementales et les représentants des ONG les avancées sur le terrain, l'impact des décisions de l'organisation, les nouvelles orientations, les changements en cours et les perspectives. Pour cette 41e conférence générale, la délégation djiboutienne était conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en même temps président de la commission nationale UNESCO, Moustapha Mohamed Mahmoud, et de l'ambassadeur de Djibouti en France, Aïd Moussaïd Yahya, chef de la délégation permanente de l'UNESCO pour la République de Djibouti. Le secrétaire général de la commission nationale UNESCO, Mohamed Moussa Yabé, le conseiller technique Mohamed Ali Abdillahi, ont également participé à la conférence générale. Après l'ouverture de la conférence, le point d'orgue de la première journée fut la réélection de la directrice générale de l'UNESCO avec une écrasante majorité pour un nouveau mandat de 4 ans, une réélection placée sous le signe de l'éducation et de l'environnement. La directrice générale a dans son intervention mis en exergue la nécessité de mettre en place un nouveau contrat social pour l'éducation en s'appuyant sur la communauté éducative, seul moyen d'atteindre les objectifs de l'éducation qui ne doivent pas se limiter à l'aspect performance des élèves. Et en marge de la conférence générale de l'UNESCO, donc lors du débat de politique générale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a d'abord, dans son discours du 10 novembre dernier, félicité la directrice générale de l'UNESCO pour sa brillante réélection. Ensuite, il a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation de la conférence générale qui intervient à un moment où les restrictions sanitaires nées de la pandémie Covid ont failli compromettre l'organisation de la conférence en présentiel. Ensuite, donc, le ministre a loué le travail formidable de l'UNESCO qui a permis à un nombre important de pays à contrer les effets de la Covid et qui a bouleversé comme aucun autre phénomène la vie des hommes. La coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO en est un exemple qui illustre parfaitement la capacité de l'UNESCO à concevoir dans les délais records et à mettre donc en œuvre des solutions rapides, efficaces et pérennes. Par ailleurs, le ministre Moustapha Mohamed est revenu sur la coopération fructueuse entre la République de Djibouti et l'UNESCO. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter son discours. Interventions sont d'abord féliciter notre directrice générale, Audrey Azoulay, pour sa brillante réélection hier par la conférence générale, confirmant ainsi le vote du Conseil exécutif. Ce plébiscite témoigne, si besoin en était, de l'unanimité de la famille de l'UNESCO pour vous renouveler sa confiance, pour continuer votre mission et mener notre organisation à bon port au moment où nous célébrons son 75e anniversaire. La République de Djibouti, à l'instar des autres pays du monde, a pris toutes les précautions pour que cette pandémie provoque le moins de dégâts possible. En matière d'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a assuré la continuité pédagogique pendant les confinements en s'appuyant sur les TIS et la télévision nationale. Nous sommes très fiers des efforts consentis par l'État, mais surtout des professionnels de l'éducation qui ont su s'adapter très rapidement. Effort qui se poursuit
pour pérenniser ces dispositifs et réduire. Cette visite, Madame la Directrice Générale, nous a permis de booster la coopération multisectorielle entre la République de Djibouti et l'UNESCO et a donné un coup d'accélérateur à nos activités en faveur de l'éducation, la culture et la science. Soyez-en remerciés. La facture numérique qui persiste. Monsieur le Président de la Conférence générale, qu'il me soit également permis, du haut de cette tribune, de remercier, au nom de la République de Djibouti, la Directrice générale de l'UNESCO, Mme Azoulay, qui nous a honorés de sa visite et de sa présence lors de la foire internationale de l'édition des manuels scolaires à Djibouti en février 2021. Je souhaite rappeler ici que mon pays est candidat au Conseil exécutif au sein du groupe Afrique 5 et souhaiterait apporter sa modeste contribution à notre organisation et à la prise de décision. Par avance, nous voulons remercier l'ensemble des États membres pour leur soutien qu'ils viendront apporter à notre candidature. Pour terminer, j'adresse encore une fois mes félicitations et mes remerciements aux organisateurs de la 41e conférence générale de l'UNESCO et en particulier à la directrice générale. Je vous remercie de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'actualité également, la Chambre de commerce de Djibouti a organisé une cérémonie de clôture et de lancement d'un nouveau dispositif d'appui à l'endroit des jeunes dirigeants d'entreprise. Il s'agit d'un programme intitulé Starter Hack, conçu en collaboration avec la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, destiné à accompagner les entreprises qui ont un maximum 5 années d'activité et disposant de plus 10 d'employés. Grâce à ce programme, les jeunes dirigeants vont pouvoir être accompagnés dans leurs projets de développement et dans le pilotage de leur entreprise par des professionnels dans le domaine de la communication, du management ou encore la comptabilité sous la forme d'un suivi personnalisé. L'écoute, l'échange, la prise de recul et le renforcement des capacités par la pratique sont le socle sur lequel repose ce programme. Et le président de la Chambre de commerce, Youssou Moussa Dawale, a donné le coup d'envoi de ce programme qui a vu la participation de la directrice du centre clé, Ouba Ahmed Mello, et plusieurs jeunes dirigeants d'entreprise. On écoute le président. Ce programme à forte valeur ajoutée a été développé dans le cadre de notre partenariat avec la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire et il a été déployé dans leur région et a reçu l'adhésion de bon nombre d'entreprises qui ont pu en tirer profit. Il y a un bénéfice dans l'appui au développement commercial. À la Chambre de commerce de Djibouti, nous avons décidé de l'adapter à notre environnement économique et le proposer aux jeunes entrepreneurs sous la forme d'un accompagnement personnalisé pour qu'ils puissent, avec l'intervention des professionnels, travailler et améliorer les stratégies de développement. Il s'agit avant tout d'écouter, de conseiller, d'apporter une aide aux jeunes dirigeants dans la gestion de son entreprise et lui donner les moyens pour assurer la pérennité de leurs entités. J'encourage l'ensemble des chefs d'entreprise, jeunes et moins jeunes, je dis toujours, parce que les jeunes ont toujours eu une bonne éducation dans le sens du développement des activités. Mais dans l'État, il y en a beaucoup de chefs d'entreprise qui souhaiteraient avoir un programme similaire. J'aurais à vous exhorter de finir ce programme, puisque ce programme vous servira dans l'avenir et à l'avenir de vos entités respectives. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Les négociateurs africains présents à la conférence des Nations Unies pour le climat à Glasgow ont appelé les pays pollueurs à tenir leurs promesses financières et à réduire leurs émissions de carbone. Les pays émetteurs de CO2 n'ont pas tenu leur promesse de fournir un support financier de 100 milliards de dollars par an annoncé à la conférence de Copenhague. À cette conférence en Écosse, les pays africains appellent à la réévaluation de la promesse de Copenhague, une promesse qui n'a pas été tenue. La première version de la décision de couverture publiée mercredi lors de négociations sur le climat à Glasgow en Écosse ne fournit pas d'accord spécifique sur les 3 principaux objectifs que les Nations Unies ont fixés au début des négociations. Néanmoins, elle table sur une réduction des émissions 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010 et d'atteindre un niveau net zéro d'ici au milieu du siècle. La date limite des négociations est fixée à vendredi, aujourd'hui donc, mais les négociations sur le climat dépassent souvent les dates prévues. En attendant, l'Afrique n'est pas sûre d'obtenir les sommes de compensation devant servir à se protéger des effets du changement climatique.
Et enfin, premier essai sur l'homme pour le nouveau vaccin contre Ebola. Cette femme donc fait partie d'un groupe de volontaires qui va être administré le vaccin contre Ebola. C'est ici, dans ce laboratoire de la ville d'Oxford, au Royaume-Uni, qu'ont lieu les premiers essais cliniques sur des êtres humains. Un vaccin développé par la même équipe qui a créé le vaccin d'Oxford AstraZeneca contre le Covid-19. La volontaire va recevoir une faible dose, 10% de ce qui sera utilisé pour le vaccin. Si son état de santé est bon dans les prochains jours, l'essai sera étendu à 2 autres personnes. À ce jour, il existe plusieurs vaccins et traitements contre le virus Ebola qui ont d'ailleurs été utilisés lors de la dernière épidémie en RDC il y a quelques mois. La pire épidémie connue avait touché l'Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016, provoquant la mort de plus de 11 000 personnes en Guinée, Sierra Leone et Libéria. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous et excellent week-end.